Suzanne et Robert randonnent le long du sentier des Appalaches afin de récolter des fonds pour une association caritative. Pendant leur périple, ils rencontrent de nombreux autres randonneurs avec qui ils font un bout de chemin, passent une soirée ou tout simplement échangent quelques mots. Et tous les randonneurs qu'ils ont croisés les décrivent comme des gens enjoués, souriants, amicaux, peut-être même trop amicaux, parce que leur gentillesse va les conduire à passer la soirée avec Randall Lee Smith, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et si la soirée semble bien commencer, elle va se terminer de manière tragique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de HVI. Je vous ai demandé dans la dernière vidéo si une série sur les Appalaches, sur le sentier des Appalaches en particulier, ça vous intéresserait et vous avez été très nombreux à me répondre que oui. Donc soyez certains que la série continuera après la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, je vous recommande fortement de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et surtout d'activer la cloche sur toutes les notifications afin d'être averti quand j'ajouterai une nouvelle vidéo à cette série. Et maintenant, installez-vous confortablement, montez le son, c'est parti pour l'histoire vraie incroyable de Randall Lee Smith. Le sentier des Appalaches est un sentier de randonnée créé dans les années 1920-1930 aux États-Unis. Il relie le mont Springer au mont Katahdin, parcourant ainsi plus de 3500 km et traversant pas moins de 14 États. La Géorgie, la Caroline du Nord, le Tennessee, la Virginie, Virginie occidentale, Maryland, Pennsylvanie, New Jersey, État de New York, Connecticut, Massachusetts, le Vermont, le New Hampshire et enfin le Maine. Et il ne s'arrête même pas vraiment dans le Maine puisqu'il continue au Canada pour ce qui devient le sentier international des Appalaches. Il y a deux types de randonneurs qui parcourent le sentier. Les section hikers qui, comme leur nom l'indique, ne parcourent qu'une partie du sentier ou l'intégralité du sentier mais en plusieurs fois. Et les through hikers qui parcourent le sentier dans son intégralité, les 3500 km donc d'affilée, en une seule saison. Petite statistique au passage, il n'y aurait que 20 à 30% des gens qui se lancent dans le through hike, donc sur l'intégralité du parcours, qui parviendrait à le compléter. Le reste abandonnant en cours de route devant la difficulté. Et puis il y a les yo-yo, c'est le surnom donné aux rares fous furieux qui parcourent les 3500 km et une fois arrivés au bout font demi-tour et le reparcourent dans l'autre sens. Rien que ça. Le sentier est dans son ensemble plutôt bien entretenu et plutôt bien balisé, avec pas moins d'une trentaine de clubs de randonnée qui s'en occupent de façon bénévole, aidés par le National Park Service et une association à but non lucratif qui s'appelle Appalachian Trail Conservancy. Je sais, c'est un accent anglais assez incroyable, ça laisse rêveur, qu'est-ce que vous voulez, des années de pratique. On ne se moque pas. Ces différents acteurs s'assurent donc, entre autres, que le balisage soit toujours présent et bien visible, balisage qui consiste en un trait de peinture blanche pour le sentier et un trait de peinture bleue pour toutes les commodités qui entourent le sentier, des aires de stationnement, des refuges, etc., etc. Et de nos jours, de plus en plus de panneaux en bois et de panneaux métalliques voient également le jour avec le logotype du sentier. En plus du balisage, les différents clubs de randonnée et l'Appalachian Trail Conservancy s'occupent de construire et de maintenir en état plus de 250 refuges étalés tout au long du parcours et en règle générale espacés d'une journée de marche à peu près. Leur confort est assez variable, ça peut aller d'un simple toit avec 3 murs autour à un chalet complètement équipé, mais en tout cas la plupart de ces refuges offrent au moins une source d'eau potable ainsi que des toilettes. Là aussi, au confort variable. Randonner le long du sentier des Appalaches n'est pas chose facile car même s'il est bien entretenu et bien balisé, il peut s'avérer extrêmement escarpé et technique par endroits. Mais il y a deux règles qui prévalent sur le sentier. La première, c'est l'esprit de camaraderie et l'entraide. Valeur qui, à mon sens, devrait s'étendre bien au-delà du sentier, mais c'est un autre débat. Il n'est en effet pas rare que des randonneurs qui ne se connaissent pas fassent un bout de chemin ensemble, partagent un repas, discutent ou juste se donnent un coup de main, et c'est assez fréquent que des section hikers se joignent à des through hikers pour le temps d'une journée ou plus. Et la deuxième règle, j'utilise le mot règle, mais en fait c'est plutôt des coutumes et des usages plutôt que des règles. Cette deuxième coutume donc, c'est d'inscrire son nom dans des registres. En effet, tout au long du parcours, il y a ces registres dans lesquels les randonneurs inscrivent la date et leur nom, preuve de leur passage. De ce fait, le sentier des Appalaches est dans son ensemble plutôt sûr et la plupart du temps, quand des incidents se produisent, ils sont dus soit à une erreur humaine, soit à la météo ou encore à des plantes ou des animaux rencontrés le long du parcours. Mais parfois, l'animal le plus dangereux rencontré, c'est l'homme.
Laura Susan Ramsey, dit Susu, et Robert Mountford, alias Bob, sont tous deux âgés de 27 ans. Ils vivent et travaillent dans le Maine, dans la ville de Ellsworth, où ils sont tous les deux travailleurs sociaux dans un centre qui s'occupe de jeunes ayant des troubles psychologiques, centre d'ailleurs dirigé par la mère de Robert. Et afin de récolter des fonds pour ce centre, ils décident de faire la randonnée sur le sentier des Appalaches. Robert, lui, qui est un randonneur expérimenté et un ancien catcheur, donc plutôt en forme, décide de parcourir le sentier dans son intégralité. Suzanne, de son côté, rejoint Robert le 9 mai 1981 à Damascus. Ils se donnent rendez-vous à l'église méthodiste de la petite ville et se mettent ensemble en route pour parcourir un peu plus de 200 km en un petit peu moins de 2 semaines. En effet, Suzanne ne peut rester que le temps de ses congés, et c'est la raison pour laquelle elle a prévu d'accompagner son ami jusqu'à la petite ville de Pearisburg, qu'ils doivent rallier avant le 21 mai, puisqu'à cette date, ses parents, qui vivent dans l'Ohio, doivent lui rendre visite pour fêter avec elle son anniversaire. À Damascus, il rencontre un petit groupe de 3 autres randonneurs avec qui il se lie d'amitié, et le groupe de 5 décide donc de parcourir ensemble pendant toute la semaine qui suit les montagnes verdoyantes de Virginie. Mais aux alentours du 17 mai, Suzanne devant être impérativement à Pearisburg avant le 21, Robert et elle décident de quitter le groupe et de partir un petit peu devant, leurs amis, eux, préférant prendre leur temps et profiter de la randonnée sans stress. Comme on l'a vu un peu plus tôt, la cohésion et la cordialité sont de mise sur le sentier et c'est la raison pour laquelle les randonneurs, et en particulier les thru-hikers comme Robert, se connaissent tous. Entre le 17 mai et le 19 mai, plusieurs de ces autres randonneurs aperçoivent Suzanne et Robert, et le matin du 19 mai, les deux s'arrêtent dans une petite boutique de la région pour y faire quelques courses. Et Suzanne laisse au patron de la boutique un petit peu d'argent supplémentaire pour ses amis qui sont restés derrière et qui vont arriver d'ici quelques jours. Je ne vous apprends rien, en 1980, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Et Suzanne et Robert ne marchant pas au même rythme, il arrive que Robert parte en tête, et quand il a quelque chose d'important à dire à Suzanne, il laisse une petite note manuscrite épinglée sur un arbre à proximité d'un balisage. C'est ainsi que le 19 mai 1981, il laisse un mot à Suzanne sur lequel il écrit « Je n'arrive pas à trouver Wapiti, si je ne trouve pas non plus Wapitu, on plantera la tente ». Wapiti, c'est le nom d'un refuge situé entre le pic de la Brushy Mountain et le pic de Sugar Run Mountain, le long d'une petite rivière du nom de Dismal Creek. Ça vous rappelle quelque chose ? Exactement, c'est la même rivière que dans la vidéo précédente. Et non seulement c'est la même rivière, mais le refuge Wapiti est situé à même pas 2 km à vol d'oiseau de l'endroit où Sean et Scott avaient installé leur campement. Mais on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Les deux amis prévoient de passer la nuit au refuge Wapiti, dernière étape avant de rejoindre la petite ville de Pearisburg le lendemain, mercredi 20 mai 1981. Seulement quelques jours plus tard, quand leurs amis, avec qui ils ont rendez-vous à Pearisburg, y arrivent enfin, Suzanne et Robert ne sont pas là. Inquiets, leurs amis préviennent les autorités qui démarrent immédiatement les recherches. Et après plusieurs jours de recherche, leurs corps sans vie sont enfin découverts le 30 mai 1981 à proximité du refuge Wapiti. Ce qui leur est arrivé est absolument terrible. Randall Lee Smith est né en 1954. Il est né et a passé toute sa vie d'ailleurs dans la petite ville de Pearisburg. Alors qu'il est âgé de seulement 6 mois, ses parents se séparent et le petit Randall reste avec sa mère, une femme sans histoire, qui travaille à l'hôpital de Pearisburg en tant que femme de ménage. Ils ne sont pas bien riches et déménagent à de nombreuses reprises avant de finalement s'installer dans une petite maison blanche dans le tout petit village de Ingram, au pied des Appalaches. Depuis toujours, Randall est un solitaire qui n'a pas beaucoup, voire même pas du tout d'amis. D'autant plus que Randall, depuis tout petit, il a une mauvaise manie, c'est un menteur. Il ment et s'invente une vie, ce qui lui vaut d'ailleurs très tôt le surnom de LR pour Lying Randall, ça veut dire Randall le menteur. Du coup, plutôt que de jouer dehors avec les enfants de son âge, ce que Randall aime par-dessus tout, c'est partir tout seul dans la montagne pour rechercher et récupérer des pointes de flèches qu'il collectionne. Et d'ailleurs, une des seules personnes avec qui il a des interactions, c'est son oncle qui habite dans la maison voisine et qui l'emmène régulièrement camper, pêcher et chasser. Âgé de seulement 16 ou 17 ans, on ne sait pas vraiment, il finit par quitter l'école et se met à disparaître par intermittence. Quand il réapparaît, il prétend qu'il était à Newport News, une ville située à environ 500 km de là, dans laquelle il travaillait comme soudeur dans un chantier naval. Mais personne ne sait si c'est vraiment le cas ou si c'est un de ses nombreux mensonges, ça n'a jamais été confirmé en tout cas. Et lorsqu'il est dans la région, Randall travaille comme soudeur dans un petit garage de la région, dirigé par John Spauer.
Ce dernier, qui connaît Randall depuis plus de 10 ans et prétend être sans aucun doute la personne la plus proche de lui, sans pour autant être son ami, rapporte que les mensonges de Randall deviennent de plus en plus gros. Randall prétend maintenant avoir une petite amie et des enfants, alors même que personne ne l'a jamais vu avec un membre de la gente féminine. Mais John Power se fiche de savoir si tout ça est vrai ou non. Pour lui, Randall est un très bon soudeur, et c'est tout ce qui lui importe. Mais la vérité quant à la double vie de Randall semble être beaucoup plus simple. Il semblerait que ce dernier s'isole et parte faire des séjours en forêt pour y rechercher les pointes de flèche qu'il affectionne tant. Et c'est dans ces circonstances que le matin du 19 mai 1981, Randall croise le chemin de Suzanne et Robert. Il discute un petit peu avec les deux randonneurs et il semblerait qu'il ait fait un petit bout de chemin avec eux et qu'il ait passé la soirée en leur compagnie avant de se livrer à un acte ignoble. Lors de la recherche de Suzanne et Robert, dirigée par le shérif adjoint Tom Lawson, des dizaines et des dizaines de randonneurs sont questionnés pour savoir s'ils auraient pu apercevoir à un moment ou à un autre les deux disparus. Pendant plusieurs jours, ils font chou blanc jusqu'à ce qu'ils tombent sur ce petit groupe qui prétend avoir vu Bob et Susu aux abords du refuge Wapiti, accompagné d'un homme âgé de la trentaine, ayant un comportement extrêmement bizarre. Toutes les équipes convergent donc vers le petit abri, et rapidement un officier découvre comme des traces de sang sur le plancher, mais des traces de sang qu'on aurait essayé d'effacer. Les officiers partent donc en étoile autour du petit abri, et rapidement, l'un d'entre eux découvre dans une petite clairière voisine un petit tas de feuilles qui lui semble un petit peu étrange. Il repousse donc les feuilles du pied et fait la macabre découverte, il s'agit du corps de Suzanne, enveloppé dans son sac de couchage. Et le lendemain, un chien retrouve le corps de Robert, non loin de là, enseveli lui aussi sous un petit tas de feuilles et lui aussi enveloppé dans son sac de couchage. Robert a été abattu de 3 balles dans la tête avec une arme de calibre 22. Quant à la pauvre Suzanne, elle a été poignardée à plus de 12 reprises avec un couteau et une sardine, mais ça n'a pas été fatal, elle a été ensuite matraquée jusqu'à ce qu'elle décède. Aux abords, différents effets des victimes sont retrouvés, eux aussi ensevelis grossièrement sous des tas de feuilles, et parmi ces effets, le sac à dos de Suzanne contenant son appareil photo. Les autorités espèrent pouvoir y trouver une photo du tueur. Malheureusement, la pellicule a été retirée et elle n'est retrouvée nulle part. Toute la section de Virginie du Sentier des Appalaches est immédiatement bouclée et complètement interdite d'accès, et l'ensemble de la communauté de randonneurs est non seulement sous le choc, mais complètement terrifié. Et on peut le comprendre. Pour ceux d'entre vous qui en ont déjà fait l'expérience, dormir seul en plein milieu de la forêt, c'est de base pas forcément quelque chose de très rassurant. Mais si en plus on sait qu'il y a un tueur qui rôde en liberté, ça doit pas laisser très serein. La police se rend immédiatement aux différents endroits où les registres dont on a parlé plus tôt, ceux où les randonneurs inscrivent leur nom et la date, se trouvent, mais il n'y a plus aucun registre dans la région. Le tueur semble les avoir tous retirés. Au fur et à mesure, cependant, l'enquête avance et un profil semble émerger grâce aux descriptions faites par les différents randonneurs. Et le profil se confirme lorsque la police découvre une empreinte digitale sur le livre que Suzanne avait dans son sac à dos. Les résultats de l'analyse de l'empreinte tombent, il s'agit de Lying Randall, qui correspond d'ailleurs en tout point aux descriptions faites par les autres randonneurs. La police se rend donc immédiatement au domicile de Loretta Smith, chez qui Randall habite toujours, avec un mandat de perquisition. Randall n'est pas là, mais après une rapide fouille, les officiers découvrent des vêtements tachés de sang, ainsi que des objets ayant appartenu aux victimes. Et ils trouvent aussi une note manuscrite sur laquelle il est écrit « Je me suis fait kidnapper et je vais sans doute me faire exécuter ». Mais l'écriture est rapidement identifiée, il s'agit de l'écriture de Randall, qui a sûrement écrit cette note pour essayer de brouiller les pistes. Pour autant, Randall reste complètement introuvable et c'est une réelle course contre la montre qui s'engage. Il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Mais Randall reste complètement introuvable. Ceux qui le connaissent ne l'ont pas vu depuis des jours, et les très nombreux policiers qui ratissent le Sentier des Appalaches en long, en large et en travers ne trouvent aucune trace de lui nulle part. L'enquête piétine et elle est extrêmement éprouvante à tous les niveaux, d'autant plus pour le shérif adjoint Tom Lawson, le responsable de l'enquête, qui subit une pression énorme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ressent le besoin de prendre un petit peu l'air, de prendre un petit peu le large et de partir avec sa famille pendant quelques jours à Myrtle Beach, une petite station balnéaire située à 530 km de Pearisburg. Mais alors qu'il essaye de se changer les idées et de profiter de sa famille, Tom Lawson reçoit un coup de fil de son département
un homme correspondant fortement à leur suspect a été arrêté en Caroline du Sud. Et où en Caroline du Sud d'après vous? Bingo, à Myrtle Beach. C'est fou quand même, non? Immédiatement, il se rend donc au poste où l'homme est retenu et il se retrouve face à un Randall Smith qui joue les amnésiques. Il prétend ne plus se souvenir comment il s'appelle, ne plus se souvenir d'où il vient, ni ce qu'il a fait dans les mois précédents, et ne pas se souvenir non plus comment il est arrivé à Myrtle Beach. Ce qui est certain par contre, c'est qu'il est recouvert de piqûres de moustiques et autres insectes, le type de piqûre typique de quelqu'un qui a passé plusieurs jours sur le sentier des Appalaches. Mais plutôt que de rentrer dans la confrontation avec lui, les officiers décident de tenter la ruse. Ils prétendent que les piqûres qui recouvrent le corps de Randall sont extrêmement graves et qu'il ferait mieux de se faire examiner par un médecin au plus vite, mais que pour ce faire, ils ont besoin qu'il remplisse un formulaire, et ce formulaire, le suspect le signe de son nom, Randall Lee Smith. Le jeune homme de 28 ans est immédiatement interpellé et inculpé de 2 meurtres au premier degré. Lorsqu'il fouille son véhicule, qui est retrouvé quelques jours plus tard à Myrtle Beach, il découvre une autre note écrite par Randall, sur laquelle il dit « Ce garçon et cette fille ont été tellement gentils avec moi. Ça va être vraiment dommage quand va venir le moment de se débarrasser d'eux. » Devant l'accumulation de preuves et son évidente culpabilité, il encourt la peine de mort. Mais dans un retournement de situation incroyable, Randall accepte un deal proposé par le procureur. Il accepte de plaider coupable, en échange de quoi il ne sera condamné qu'à une peine de 30 années de réclusion. Durant son incarcération, un livre a été écrit sur cette odieuse affaire, Murder on the Appalachian Trail, par Jess Carr, un enfant du pays ayant vécu toute sa vie à Pearisburg. Il a tenté à plusieurs reprises d'avoir une interview avec Randall afin, entre autres, de connaître ses motifs, mais ce dernier a toujours refusé. Dès lors, des suppositions diverses et variées ont vu le jour, je vous en livre quelques-unes. Certains pensent que Randall, qui n'avait vraisemblablement jamais vraiment eu d'interaction avec une fille, serait tombé sous le charme de Suzanne quand il l'a rencontrée le matin du 19 mai à la boutique. Suzanne étant plutôt aimable et gentille avec lui, il aurait pu se faire des films et devenir complètement obsédé par elle, à tel point qu'il aurait fait un bout de chemin avec eux et les aurait peut-être suivis en douce, avant de débarquer à l'improviste à leur campement le soir. Il aurait donc passé la soirée avec eux, puis, voyant Robert comme une sorte de rival, il l'aurait exécuté avant de s'occuper de Suzanne à son tour. Deuxième hypothèse, Robert et Suzanne étant tous les deux travailleurs sociaux, ils auraient identifié que Randall était quelqu'un qui avait des problèmes et ils auraient pu essayer de lui venir en aide, de lui tendre la main. Simplement, ça aurait eu l'effet contraire de l'effet escompté, ça aurait énervé le jeune solitaire plus qu'autre chose, et il les aurait tués. Hypothèse suivante, Randall était un solitaire, certes, mais paradoxalement, il semblait toujours rechercher des amis. Sauf que dès qu'une personne commençait à devenir un petit peu trop proche de lui, il l'envoyait systématiquement promener de façon parfois assez violente. Peut-être donc est-ce ce qu'il s'est passé ce jour-là à un degré un petit peu plus extrême. Et une dernière hypothèse, un petit peu plus récente celle-ci, peut-être que Randall était d'une certaine manière lié à cet endroit, lié au sentier des Appalaches dans son ensemble, mais plus particulièrement à cette section. Un lien émotionnel fort, et peut-être Randall se voyait-il comme une sorte de gardien de l'endroit, et voyant les randonneurs comme des intrus, il aurait fait ce qu'il a fait. Et cette dernière hypothèse expliquerait pourquoi Randall a fait ce qu'il a fait après avoir été libéré. Parce que oui, après avoir effectué une peine de seulement 15 ans, Randall a été libéré sur parole en 1996, à l'âge de 43 ans. Il a été contraint de porter un bracelet électronique jusqu'à la fin de sa peine initiale pour s'assurer, entre autres, qu'il ne quittait pas la région et il n'a pour ainsi dire pas fait parler de lui. En 2000, Loretta Smith, sa maman, chez qui il est retourné vivre en sortant de prison, meurt. Randall se retrouve donc seul et malgré quelques petits boulots à droite à gauche, il semble avoir énormément de mal à payer les factures. Une après-midi de début 2008, une des voisines de Randall aperçoit ce dernier faire des allers-retours nombreux entre sa cave et sa maison, en transportant des sacs de courses remplis. Sur le coup, elle n'y prête pas plus attention que ça, mais par la suite, elle se fera la réflexion que c'est comme s'il préparait un long séjour en forêt ou quelque chose de la sorte. Le 28 avril 2008, l'eau est coupée au domicile de Randall car il n'a pas payé les factures, et 2 jours plus tard, on se rend compte qu'il a disparu. Et lorsque la police se rend à son domicile, elle constate que son courrier n'a pas été relevé depuis le 3 mars. Sont donc placardées différentes affiches dans la région pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait leur donner des informations sur Randall, sans aucun succès. Quand exactement il a quitté son domicile, personne ne le sait vraiment, mais ce que l'on sait en revanche,
c'est qu'il a été aperçu un petit peu plus tard, au mois de mai, par 2 pêcheurs, Sean et Scott, aux abords de la rivière Dismal Creek, à quelques enjambées seulement de là où il avait tué Suzanne et Robert 27 ans plus tôt. Et c'est ce que je vous raconte dans cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de partager, et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée de la raison pour laquelle Randall a bien pu assassiner froidement Suzanne et Robert. Comme toujours, j'ai caché un secret quelque part dans la vidéo, et comme toujours, j'épinglerai le commentaire de la première personne qui trouvera ce que c'est. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, prenez soin de vous, salut!